Gervais vit une retraite très active. Diplômée avec un doctorat en gérontologie sociale de l'Université de Sherbrooke, elle a travaillé pour la fin de sa carrière au cabinet du ministre Régent Hébert que nous avons interviewé il n'y a pas très très longtemps. Et depuis sa retraite, elle a décidé de continuer à servir dans une retraite active et citoyenne. Elle dirige en particulier, elle anime les débats et les travaux du collectif Covid qui s'est donné pour mission de conseiller le gouvernement sur la pandémie et sa gestion publique. Et c'est pourquoi nous l'avons rencontrée récemment dans la région de l'Estrie, près de Sherbrooke. Bonjour, Madame Pauline Gervais. Bonjour, Monsieur Carrette. Je suis bien heureux de vous recevoir à l'émission et donc de consacrer cette émission de formation au collectif Action Covid. Alors, rien que le mot déjà, on va en parler tantôt, c'est pas un hasard ce choix des mots. Hein, ah, le choix des mots, collectif et action. Oui, illustre bien Mais notre Pauline action. Gervais, qui c'est? Pauline Gervais, alors actuellement, je suis une personne qui est retraitée depuis quelques années, qui a œuvré toute sa carrière en gérontologie. J'ai travaillé auprès des personnes âgées, en réadaptation d'abord, comme gestionnaire d'un centre de jour, en soutien à domicile, pour ensuite, à 50 ans, aller faire une maîtrise en gérontologie et aller fouiller un sujet qui m'intéressait particulièrement à ce moment-là, le niveau d'autonomie fonctionnelle des personnes qui habitaient dans les RPA, dans les résidences pour personnes âgées. En cours de parcours, j'ai décidé ensuite de faire un passage au doctorat en gérontologie. Dieu, vous étiez mordu. Ah, j'ai tellement aimé les études, la recherche particulièrement, parce que c'était dans un parcours de recherche. Oui. Et pour ensuite poursuivre en France dans l'implantation du système qu'on a ici au Québec qui s'appelle le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Donc, d'aller faire une étude en France sur l'implantation de cet outil-là. Au retour, en 2012, j'ai été appelée par Régent Hébert qui s'en allait comme ministre de la Santé ici au Québec. Et j'ai travaillé à l'élaboration du livre blanc sur l'assurance autonomie, sur le projet de loi et la rédaction des règlements avec l'assurance autonomie. Donc là, vous avez pris une expérience de l'administration centrale et, des défis que ça pose. Hein, oui, et je considère que j'ai eu un parcours finalement très intéressant à travailler sur le terrain, en gestion, en recherche et ensuite d'aller au niveau plus politique et de connaître comment de l'intérieur du gouvernement, au niveau des hauts fonctionnaires, comment fonctionnait toute la mise en œuvre d'un projet de loi et toute la concertation qu'on devait aller chercher. Alors, Bon, alors comme on en parlait avec Irène Desilets tout à l'heure, ça continue dans un certain sens à travers l'action qu'elle mène avec vous dans Vieillir chez moi, c'est gagnant. Oui, Mais à partir de ça, catastrophe sanitaire. Hein? Catastrophe, la COVID, oui. Voilà, et puis ça n'a pas l'air de s'arranger beaucoup. Hier, nous sommes début novembre, hier il y avait plus de 1500 cas au Québec. Les records sont battus et bientôt les hôpitaux vont être, comme on dit, engorgés. Hein? Dieu sait si ça veut dire quelque chose. Bon, et donc, est-ce que c'est vous qui avez décidé de créer ce collectif Action COVID? Ce n'est pas moi qui ai décidé de créer le collectif. Je vous dirais que c'est arrivé un peu. Je pense qu'on était plusieurs au Québec à sentir le besoin de se regrouper. J'étais là aux tables des toutes premières discussions là, avec les premiers initiateurs. Nous étions quelques-uns. Et donc, on a senti le besoin au Québec des organisations nationales, des associations nationales, des experts. On a senti le besoin de se regrouper dans une perspective d'identifier ce qui n'allait plus du tout et dans une perspective de collaboration avec le gouvernement en place. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces
pour Donc, agir. c'est pas un outil, c'est pas une boîte politique, c'est pas un outil de pouvoir. Non. C'est Non. vraiment un outil de conseil. C'est un outil de conseil. On regroupe 19 organisations. On parle d'organisations professionnelles comme l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, des diététiciennes, des médecins, des associations aussi. La QDR, la QDR, entre autres, qui est présente, qui est bien représentée, des associations d'aidants, de soins spirituels et des experts, je vous dirais, plus du droit, de la gérontologie, bien sûr. Dont l'ex-ministre Régent Hébert, qui a quitté Sherbrooke et qui est maintenant à l'Université de Montréal en santé publique. Qui est maintenant en santé publique, oui. Bon, autrement dit, vous êtes en mode solution. On est en mode solution. OK. On est en mode de repérage des difficultés, bien sûr, et ça, elles émergent du terrain. Et la COVID a permis, en tout cas, d'identifier de façon encore plus claire les failles qu'il y a dans notre système de santé et dans notre système de services sociaux. Donc, on est en mode repérage des difficultés, mais en mode solution aussi. Et c'est l'ouverture qu'on manifeste auprès du gouvernement pour dire, bien, écoutez, on regroupe, on a un grand collectif qui est capable de vous aider, qui est capable de porter un message, qui est capable de vous alimenter, mais qui est capable aussi de chercher des solutions. Est-ce que le téléphone sonne chez vous? Le téléphone... De M. Dubé, de Mme Blais, de M. Legault, de son cabinet. Je vous dirais que j'entends le téléphone du cabinet de Mme Blais sonner ce matin. Ah. Alors, on a eu une première rencontre des conseillers des 3 cabinets la semaine dernière, je pense. Ah oui, ensemble. Les ministres n'étaient pas là, ni les chefs de cabinet. Ce n'était que les conseillers. Je veux dire, on marche un peu sur la pointe des pieds, mais c'était le premier accueil qu'on... on a tenu cette rencontre-là avec les conseillers des 3 cabinets et on a convenu que notre interlocuteur principal pourrait être le cabinet de Mme Blais dans un premier temps, qui garde un lien avec moi. Et quand je vous dis que j'entends le téléphone sonner, je sais que dans les prochaines heures ou prochaines journées, on va convenir d'une rencontre entre nous. Donc, oui, il y a une petite ouverture qui commence à se manifester du côté du gouvernement. Mais sans aucune attaque de ma part à la personne, que j'estime par ailleurs, Mme Blais, c'est les maisons des aînés. C'est ça sa priorité, c'est pas tellement le maintien à domicile, même si elle le dit. Oui, alors on a du travail à faire. Voilà, Mme Blais est arrivée en politique avec l'idée des maisons des aînés comme telles. Nous et plusieurs et des milliers de personnes au Québec considèrent que ce n'est pas la solution à long terme pour tous. C'est le soutien à domicile qui est gagnant à notre point de vue. Et je pense qu'on peut arriver à travailler ensemble pour développer aussi du soutien à domicile. Et je pense que Mme Blais, sans lui avoir parlé directement, mais je la connais, je l'ai déjà rencontrée dans le cadre des travaux de l'assurance autonomie, je pense que Mme Blais, sait aussi qu'il faut aller vers le soutien à domicile. C'est souvent comment faire le virage qui est difficile. On est dans des méga établissements qui peinent à retrouver un équilibre, puis là, avec la COVID, qui en ont plein les bras. Comment on va faire ce virage-là entre une orientation presque systématique en hébergement lorsque la personne commence à avoir plusieurs besoins? Comment on va faire ce virage-là vers le soutien? C'est le comment qui est souvent difficile à faire. Et moi, je pense qu'on peut réfléchir ensemble et on a déjà quand même des pistes de solutions. Là. Oui. Vous savez, je vais vous faire une suggestion folle. Vous pourrez la transmettre à Marguerite éventuellement. Il y a une maison des aînés, ça va se bâtir, là. Il y a 1,5 milliard qui va être débloqué. Il en faudrait des centaines, paraît-il, pour arriver à combler les besoins. Mais si on développait le maintien à domicile, il en faudrait peut-être seulement quelques dizaines, on ne sait pas. Eh bien, dans cette maison des aînés, on fait une architecture ouverte
sur le quartier, sur la communauté. On fait participer les familles et les proches aidants. Et donc, c'est pas la maison des aînés d'un côté, c'est-à-dire, disons, les boîtes à vieux, on va dire, et puis le maintien à domicile de l'autre côté. On pourrait peut-être mixer les deux. Il peut avoir des actions communes. Je veux dire, on regarde le modèle Carpe Diem, qui s'adresse plus aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, des problèmes cognitifs. Oui. Ce modèle-là, qu'on exporte en Europe, parce qu'ils sont beaucoup interpellés, je pense qu'ici, on pourrait s'en inspirer là, quand on va mettre les maisons des aînés en place. Parce qu'on a des beaux modèles au Québec. Là. Et oui, on pourrait créer des collectifs là, dans les communautés autour de la Maison des aînés. Pourquoi la Maison des aînés n'aurait pas un petit centre de jour pour accueillir les gens de son quartier? Ou même une antenne du CLSC, par exemple. Ben oui, ou des équipes qui travaillent à la fois en soutien à domicile et qui peuvent travailler à la Maison des aînés aussi. Je veux dire, il y a toutes sortes de modèles. Et on est inventif au Québec. Qu'est-ce qui fait la résistance? Est-ce que c'est les médecins parce qu'un certain ministre libéral leur a donné beaucoup de sous? Qu'est-ce qui fait la résistance? Tout le monde est d'accord avec ce que vous dites? Non? Tout le monde est d'accord. Je pense que la majorité des gens sont... Moi, j'ai fait le tour du Québec là, dans le cadre de l'assurance autonomie. J'ai posé la question dans toutes les audiences. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a le projet d'aller vivre en CHSLD? Il n'y avait personne qui levait la main. Clairement, tout le monde veut vivre à la maison. Moi, je pense que la résistance, elle est pas tant du côté des médecins. On n'est pas capable d'identifier. Je pense que c'est juste au plan politique un virage qu'il faut accepter de faire, une audace, que quelqu'un décide, à un moment donné, comme Régent Hébert l'avait fait, décider qu'on le fait, le virage. C'est sûr qu'il y a de la résistance à l'intérieur des ministères, au ministère des Finances, au Trésor. Pourtant, il ferait des économies. Oui, enfin, il pense. Mais changer des mécanismes, c'est lourd, la machine gouvernementale. C'est ça. Il y a les crédits d'impôt, il y a le PEFSAD, là, les prestations de soutien. Il y a des façons de fonctionner qui sont ancrées depuis longtemps. Faire un virage, ça implique de changer tout ça, de faire un 90 degrés quasiment. On change complètement la voilure. Mais par contre, on a des outils déjà implantés au Québec. Le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle, il est implanté mur à mur au Québec. On a l'outil informatique pour traiter ça. On a des équipes de gestion de cas qui là, ont un peine là, dans le cadre de la COVID à travailler, mais ils sont faciles à remettre en place. Donc, on a déjà en place les outils pour faire le virage. Il faut une volonté politique. Décrocher un peu des CHSLD sans les négliger, parce qu'il y a du travail à faire là, mais décrocher de ces idées-là, Maison des aînés, puis d'en donner un peu. OK. Je voudrais... il y a une question qui me brûle les lèvres au niveau de la COVID. Maintenant, la plupart des spécialistes savent et sont d'accord pour dire que peut-être que ce n'est pas dû à un microbe qui est arrivé comme une pomme tombe d'un arbre ou comme un nuage arrive et fait de la pluie, que c'est arrivé parce qu'il y avait notamment de l'agriculture industrielle, parce que on n'a pas respecté, autrement dit, les équilibres écologiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi... Vous parliez d'essayer de convaincre. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un moyen d'aller chercher, j'allais dire, pas le vote, mais l'opinion, les écologistes, pas forcément les militants verts, ce serait toujours une minorité, mais les citoyens auxquels on demande de ne plus jeter grand-chose, zéro déchet, qui comprennent ça et qui se disent, mon Dieu, quel avenir on fait pour nos enfants? Mais là, vous pourriez leur dire, quel avenir vous vous réservez, vous, quand vous serez vieux et que vos enfants vous auront à charge? Oui. Bien, effectivement, je veux dire, cette population-là qui est en voie d'atteindre l'âge de 65 ans, ça les concerne directement aussi. Votre question, elle me
déstabilise un peu parce que c'est sûr que la COVID, le microbe comme tel, je veux dire, moi je ne suis pas une spécialiste en microbiologie, là, mais le microbe comme tel, il est arrivé via des animaux, je ne sais pas quoi. C'est sûr que tout l'équilibre climatique, écologique est à la source de nos problèmes, d'une certaine façon. Là. Oui. Mais je ne voudrais pas glisser vers... La COVID-19, si on continue comme ça, il va y en avoir une 20, 21, 22, ça va être un état permanent. Tous les experts en microbiologie s'entendent pour dire, écoutez, des virus, il y en a toujours eu, il va encore en avoir, mais si au plan écologique, on ne fait pas attention, on ne prend pas des mesures même drastiques pour changer des choses, c'est sûr qu'on va se retrouver avec des virus de plus en plus virulents, méchants, qui vont... dangereux. On n'a peut-être pas fini avec les pandémies, là, mais il ne faut pas être alarmiste non plus. Non, mais j'ai essayé de vous donner un angle supplémentaire. Oui. Hein? Et dans ce cadre-là, je veux dire, il y a une population qui peut se sentir concernée par tout ce qui arrive. Oui, ce sont des jeunes. Et d'ailleurs, sur notre site, on a eu des jeunes qui ont signé. Bon. Qui ont signé, qui ont donné un appui à ce qu'on... On va terminer là-dessus, mais je pense que c'est très intéressant de voir que on pourrait considérer les aînés pas seulement comme un patrimoine à charge, comme il y a des vieux monuments puis il faut les ravaler, mais comme l'avenir, parce que c'est l'avenir de tout le monde. C'est l'avenir de tout le monde. À travers la retraite, oui, et puis écoutez, les personnes âgées, quand on nous dit les 65 ans et plus, là, vous êtes très actifs, je suis active, ma collègue l'est, on apporte beaucoup. Oui. Moi, si j'étais au travail, je pourrais l'être encore actuellement. Hein, je serais rémunérée, très bien rémunérée. Les heures que je mets actuellement en bénévolat, les heures qu'Irène met, que vous mettez, je vois, on a une contribution très, très importante pour faire évoluer la société québécoise. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut contribuer. Bon, écoutez, merci beaucoup. Revenez nous voir, redites-nous les progrès, l'évolution du dossier. Oui, dans les prochaines semaines, il y aura sûrement des avancées. Puis s'il y a des pierres d'achoppement, comme on dit, on est là aussi pour les franchir avec vous vers la réussite. Merci beaucoup, Madame Gervais. Alors, j'espère que cet entretien avec Pauline Gervais vous a nourri l'esprit et le cœur et vous permet peut-être des initiatives ou des bonnes réflexions. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission comme vous le pourrez, mais autant que vous le pourrez avec vos voisins, vos amis, votre famille. Et à la semaine prochaine. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.